Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes, à ceux qui sont en ligne et ceux qui sont avec nous pour cette seconde activité organisée en partenariat avec le groupe d'études en économie politique et droit du Centre de recherche en droit public et QG Média. Je remercie Aude Lancelin de nous faire l'honneur et le plaisir d'animer cette conférence ici au laboratoire de cyberjustice. Je remercie aussi Blake Smith d'avoir accepté notre invitation. Les mots d'ouverture sont souvent des petites scénettes, parfois morales, parfois sentencieuses et souvent ennuyeuses. Mais aujourd'hui, rien de tout ça. J'irai très vite, car tout est très simple en fait. En un mot, l'entretien à venir nous plonge dans ce qui constitue le zeitgeist américain. Et cela ne nécessite pas de longue introduction. La scène est devant nous et s'y joue un affrontement parfois violent qu'il est souvent difficile pour l'observateur étranger de comprendre. Hors des schémas habituels qui ont scandé les réflexions et, devrais-je dire, les clichés des éthitocrates européens, des clichés fondés sur une image d'Épinal des États-Unis que l'on s'oblige à croire d'actualité au risque de réduire à néant, évidemment, nos illusions d'un destin commun. Adieu New York, bonjour Topeka. La scène est donc devant nous. Y discerne-t-on un chemin, une voie, un passage ? Il est sans doute évident maintenant que le chemin vers The Shining City Upon the Hill est maintenant bloqué. Pour éclairer cette trajectoire, ce cheminement à venir, je suis très heureux d'accueillir pour cette seconde conférence Blake Smith, historien et fin connaisseur des idées qui se déploient et percolent aux États-Unis. Il écrit dans plusieurs revues, American Affairs, Tablet, etc. Et je vous encourage à le lire car vous apprendrez beaucoup sur ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Tout ce que vous voulez savoir sur ce grand pays que vous ne saurez jamais en lisant simplement le New York Times ou le Washington Post. Je le remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Il saura sans doute, sans aucun doute, dresser les portraits idéologiques en cours aux États-Unis et ainsi, je le souhaite, permettre aux Européens et aux Canadiens, dans une certaine mesure, de mettre à jour leur logiciel transatlantique qui en a bien besoin. Loin des clichés éculés qu'entretiennent les classes éduquées françaises, notamment, entre John Wayne et Susan Sontag, il y a toute une large palette de nouveaux personnages à découvrir. Merci beaucoup. À vous, Aude et Blake. Merci, Karim. Bonjour à tous. Très heureuse de poursuivre en cet automne 2025 le partenariat désormais régulier entre QG, notre média en ligne indépendant basé à Paris, et le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Tous mes remerciements vont une fois encore à Karim Baniéklef, dont la fidélité et la confiance nous honorent au fil du temps et nous donnent le sentiment à nous Français, flatteur et pas trop illusoire, je l'espère, à chaque retour de l'automne, que l'agitation intellectuelle et politique de notre vieux pays, la France, continue d'intriguer un peu le Québec et au-delà le monde, les États-Unis, je l'espère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dialoguer à Montréal avec Blake Smith, une jeune figure intellectuelle issue de l'Université de Chicago, docteur en histoire et collaborateur, Karim l'a rappelé, de plusieurs revues, parmi lesquelles American Affairs, érudit, touche à tout, fin connaisseur de l'Inde coloniale, de la Révolution française, de Roland Barthes, mais aussi de Christopher Lasch et j'en passe. Nous avons 1 heure à passer ensemble et nous avons choisi de la consacrer aujourd'hui à un état des lieux de la guerre des idées aux États-Unis. Vaste programme. Près d'1 an ont passé depuis la réélection de Donald Trump. Alors évidemment, vu de l'autre côté de l'Atlantique, on a le sentiment d'une percée spectaculaire des idées conservatrices les plus extrêmes, autrefois réservé à des bêtes de foire qui œuvraient sur YouTube ou sur Fox News. Alors, qu'en est-il exactement ? Y a-t-il encore des forces de rappel en Amérique du Nord ? Le camp de l'émancipation y est-il aussi durablement condamné qu'un examen superficiel pourrait le laisser penser ? Cette question, évidemment, elle est très intéressante en soi, mais pour nous, Français, parce qu'on le sait, notre scène intellectuelle a tendance à dupliquer avec quelques années de retard la vôtre,
Ainsi, cet échange sera peut-être l'occasion de nous donner des nouvelles de notre avenir proche. Donc, je vais peut-être commencer par l'événement très fort qui s'est produit le 10 septembre dernier, qui a fortement marqué les États-Unis et au-delà le monde, même si cette figure n'était pas connue, en tout cas en France. Je parle bien sûr de l'assassinat de l'activiste Charles Kirk, le cofondateur de Turning Point USA, qui a été assassiné, comme on le sait, lors d'une réunion publique, alors qu'il interagissait avec des étudiants à la manière dont il avait de le faire au sujet de la violence et des armes à feu au moment où il a été assassiné. Alors, pouvez-vous nous dire tout simplement quel a été l'impact de cet événement, comment vous le percevez un mois plus tard et comment vous l'avez personnellement vécu? Je dois avouer qu'au début, j'étais très surpris par l'ampleur de l'impact politique de cet événement parce que pour moi, le fait qu'on soit assassiné par une arme à feu aux USA, ça fait plutôt anodin depuis 20 ans ou 25 ans. Je me souviens, quand j'étais jeune, c'était 1996 ou 17, la tuerie à Columbine, dans une lycée à Colorado. Ça, c'était choquant. Pendant un an, on a parlé quasiment que de ça dans les médias. On voulait vraiment comprendre pourquoi deux gens auraient fait ça. Il y avait plein de psychologues à parler sur les télés, tout ça. Et puis, on s'est habitué assez vite à avoir des choses comme ça. Et ça arrive maintenant quasiment toutes les semaines. On n'y pense plus. On ne marque plus les dates, les noms, ça disparaît après quelques heures dans les médias. Et même les assassinats politiques, je dois dire, les assassinats réussis ou échoués depuis quelques années sont devenus assez communs. C'était quoi? Il y a un an ou deux qu'on a essayé de tuer le mari de Nancy Pelosi et les réseaux conservateurs en ligne dans Kirk se réjouissaient, se moquaient de cela. Il y avait toute une théorie conspirationniste en disant non, ce n'était pas vraiment un assassinat achevé politique, c'était une dispute entre le mari et son soi-disant amoureux homosexuel. C'était tout inventé. Donc, pour moi, au début, je pensais bien que l'assassinat de Kirk serait encore un événement comme ça auquel on est habitué. Mais je ne sais pas depuis combien de temps le réseau autour de Trump aurait se préparé pour quelque chose de tel, mais ils ont su bien exploiter l'événement. Ils étaient, je dirais, à ce que je vois moi, sans tomber dans un conspirationnisme, mais ils étaient tout prêts pour. C'est que dans les jours qui suivaient, ils ont viré des dizaines, peut-être des centaines de personnes, surtout dans les universités, qui ont tweeté des choses un peu négatives sur Kirk. Ils ont utilisé, disons, les instruments qu'il y a quelques années, les woke politiquement corrects ont utilisés sur les médias sociaux pour faire pression pour virer des gens. Et ils ont organisé tout autour du pays des manifestations mais d'une échelle énorme. Je ne veux pas dire qu'ils avaient les plans dans leur bureau pour cela, mais c'est quand même, c'est pas quelque chose qui pourrait se faire comme cela. Ils avaient sinon un plan, au moins une envie d'instrumentaliser cet événement. Et ça me choque dans le sens que c'est toujours dangereux de faire des analogies entre ce qui se passe aux USA et le fascisme allemand. Mais ça a été utile pour les nazis d'avoir le Reichstagfeuer et l'assassinat de Horst Wessel. Là, c'est très intéressant pour Trump et l'équipe autour de lui d'avoir cet événement pour le spectaculariser. Et je ne sais pas où on va y mettre des limites à les représailles possibles. Alors, effectivement, vu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est très impressionnant. Et au-delà de la question de ce qui s'est passé, vous parlez des licenciements
des évictions diverses, enfin du cancel de toutes sortes de personnes après cet événement. Mais il y a aussi voilà, le fait que les antifas ont été officiellement déclarés organisations terroristes. Il y a aussi le fait que les soutiens de la Palestine, ça c'est encore plus ancien, enfin, si on peut dire, ça date depuis 2022, sont persécutés dans les universités, sont expulsés, sont renvoyés chez eux quand ce sont des ressortissants étrangers. On a encore vu il y a quelques jours, il n'y a même pas 15 jours, qu'une vingtaine d'agents du FBI avaient été licenciés pour avoir été photographiés lors des manifestations après la mort de George Floyd. Donc on a l'impression d'une espèce de chasse aux sorcières d'une extrême intensité qui a lieu aux États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'une espèce de nouveau macartisme est en train de se mettre en place? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que dans leur tête à eux, c'est une revanche justifiée pour ce qui s'est passé pendant le mandat Biden et même avant, quand il y avait une sorte de purge culturelle de toutes les institutions universitaires, les musées, tous les OGN connectés avec l'art, la culture. Il y avait vraiment une purge, pas même des conservateurs, mais des gens qui n'étaient pas suffisamment dans le politiquement correct. Mais là, leur revanche, c'est une toute autre échelle. Je ne sais pas depuis combien de temps ils ont, eux, cette optique-là de faire une sorte de contre-purge, même plus extrême. Mais en parlant de macartisme, juste pour prendre un petit exemple, à Northwestern University, à Chicago, où je vis, il y a juste quelques jours, ils ont obligé tous les étudiants de premier cycle à faire un cours en ligne sur l'antisémitisme qui est tout organisé autour de l'idéologie israélienne, dans laquelle une critique de l'existence de l'État d'Israël, c'est forcément de l'antisémitisme. Et plusieurs centaines d'étudiants ont refusé de le faire et on ne leur permet pas de réintégrer le cours. Des choses comme ça se passent dans tous les grands... C'est-à-dire ils sont virés de l'université. Ils sont virés de l'université. On va voir ce qui se passe légalement, parce que c'est tout nouveau, c'est controversé. Mais le contenu de ces cours, par exemple, a été fabriqué par des organisations qui font partie d'Israël Lobby, qui finançaient aussi Turning Point. Et, comment dire, il y a à la fois un désir de revanche contre la gauche, mais il y a aussi un désir d'utiliser ce moment pour faire barrage contre l'antisémitisme de l'extrême droite même. Parce que Kirk était concurrencé par beaucoup des influenceurs d'extrême droite, franchement antisémites, anti-Israël, comme Nick Fuentes. Je ne sais pas s'il est connu dans le monde francophone, mais il est devenu un des streamers politiques un des plus importants aux USA, parmi les jeunes gens, surtout les jeunes hommes. Et pour lui, pendant le premier mandat de Trump, et peut-être là maintenant, Trump n'a pas été capable de mener au bout ses plans parce que les Juifs et les zionistes l'ont bloqué. Donc tout ce qui ne va pas bien chez MAGA, c'est les Juifs. Et bon, ça peut être très utile comme idéologie pour les MAGA, ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas incompétents, c'est bien eux qui le font. Mais je pense que s'il y a une sorte d'hystérie, une chasse aux sorcières, il y a à la fois quelque chose de cynique, de bien préparé, d'instrumentalisé contre la gauche pour purger les universités, créer un climat de peur, réprimer les opinions, mais il y a aussi un désir de mettre en main la coalition droitiste qui pourrait s'écrouler. Parce que là, ça fait juste 1 an que Trump est au pouvoir, et il y a des dissensions montantes que la gauche n'a pas du tout su exploiter, mais je pense qu'autour de Trump, ils ont peur de cela. Par exemple, quelle dissension au sein du camp MAGA? Bon, autour d'Israël, on voit beaucoup de cela. Autour d'Israël, oui. Le soutien, mais je dirais sans qualification, qu'on donne à Netanyahou. Mais quand Trump était élu l'été dernier, il avait su garder un flou autour de ce sujet. Parce que j'ai
J'ai des amis zionistes qui ont voté pour lui, mais j'ai aussi des amis arabes tout à fait anti-Israël qui s'est dit non, mais Biden, les démocrates, c'est eux qui donnent toutes ces armes à Israël. Trump, ça pourrait être celui qui fait la paix là-bas. Et quand il est arrivé au pouvoir, les premières semaines, il a, je ne sais pas s'il a vraiment essayé ou non, mais il a au moins voulu faire le sorte de peace show là-bas, comme en Russie et en Ukraine. Et alors pour le moment, les résultats sont nuls. Oui, des deux côtés. Donc il y a Israël, il y a aussi l'immigration, parce que janvier, février, par exemple, on voyait sur les réseaux des gens comme Elon Musk et Vivek Ramaswamy, dans l'équipe de Trump, dire que pour réindustrialiser le pays, il faudrait encore plus de main-d'œuvre qualifiée. Donc il faut encore plus des immigrés comme eux, comme leurs parents, avec des bonnes qualifications techniques, ce qui n'est peut-être faux, mais ça ne va pas très bien dans le sens populiste, anti-immigrationniste. Les républicains, depuis longtemps, ont essayé d'avoir un discours un peu compliqué sur l'immigration, où l'immigration illégale, c'est mauvais évidemment, l'immigration de main-d'œuvre pas qualifiée, sous-qualifiée, ça c'est pas bien, mais on veut quand même encore des scientifiques, on veut des ingénieurs, machin. Mais justement, beaucoup de gens qui ont voté pour Trump, ce sont des classes moyennes qui se sont concurrencées par cette immigration-là. Donc il y a une tension là aussi. Et finalement, les tarifs, comment dire, moi j'ai passé 4-5 ans à écrire pour American Affairs, qui était fondé au début du premier mandat de Trump par un ancien Trumpiste qui s'est très vite désillusionné par la politique économique de Trump, mais qui voulait faire continuer ce qui pourrait être le noyau rationnel le nationalisme économique, la réindustrialisation. Et même certains éléments de ce projet ont été effectués par Biden, comme le CHIPS Act. Là, ce que Trump était en train de faire, mais c'est juste... c'est le bordel, quoi. Je ne sais pas qui bénéficie vraiment de sa politique omnidirectionnelle, antagonistique, mais il aliène les alliés économiques essentiels. Il y a beaucoup des petits commerces qui souffrent, ça va surtout eux, qui sont des éléments bien importants de sa base électorale. Là aussi, les démocrates n'ont pas su profiter de cette souffrance, mais je pense que les républicains, sinon pour les midterms, au moins pour la prochaine présidentielle, pourraient avoir peur de cela. Alors, restons peut-être sur la question des campus. Que vous parliez de purge, on parlait de chasse aux sorcières, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a envie un petit peu de sentir quel est le rapport de force réel au sein de la jeunesse américaine, parce qu'évidemment, on imagine qu'il y a vraiment toute une part de la jeunesse, celle qui est en train justement de souffrir de ces persécutions qui est liée à l'antiracisme, au féminisme intersectionnel, à la justice sociale, etc. Mais il y a aussi évidemment une jeunesse intellectuelle aussi du camp MAGA, je le présume, donc qui peut-être est en train aussi de se renforcer à la faveur de cette réélection de Donald Trump et de la montée en puissance d'idées conservatrices, anti-immigrationnistes, familialistes, etc. Quelle est l'implantation de cette dernière, de la droite intellectuelle au sein de la jeunesse ? En effet, avant l'assassinat de Kirk, j'aurais dit que c'est plutôt du virtuel, quoi. Je ne sais pas si vous connaîtrez les thèses d'Anton Jäger, qui est spécialiste de la politique actuelle, je pense à Oxford ou Cambridge, d'origine belge, mais lui a souvent évoqué que quand on parle du fascisme dans un contexte européen, occidental ou nord-américain, il faut bien faire attention parce que même s'il y a une montée des extrêmes des polémiques, il n'y a pas vraiment de formation de masse. On n'est pas aux années 20 ou 30 où il y avait des Stormtroopers dans les rues comme ça. On n'arrive pas même à avoir des syndicats un peu fonctionnels. Mais Turning Point, c'est quand même une grande organisation nationale, quoi. Là, c'est pas que du virtuel.
Et je pense qu'il y a une volonté d'utiliser la mémorialisation de son assassinat pour organiser des choses plus concrètes dans les universités. Je suis un peu... Qui pourrait prendre des formes violentes envers les personnes? Ça, je ne sais pas. J'imagine bien que ce serait plutôt de la violence spontanée, dans le sens que ça fait déjà quelques années qu'on a eu plein des assassinats ou des efforts à assassiner des gens politiques. Et c'est surtout des violences commises par des gens d'extrême droite, mais qui ont été, au moins selon toutes les apparences, des fous solitaires, comme cette dernière... il y avait encore un autre tout récemment où on a attaqué une instance de ICE. Je n'ai pas encore suivi, c'était extrême droite, extrême gauche, c'était encore un fou qui a écrit des messages sur ces balles. Mais, par exemple, quand on parle de cibler l'antifa aux USA, mais il n'y a aucune organisation antifasciste, même pendant l'époque de George Floyd, où on dit peak woke en anglais, quand il y avait des grandes manifestations, mais ce n'était pas vraiment organisé par un hiérarchie. Il y avait un côté très spontané. Oui, voilà. Et dans l'idée de vouloir attaquer cela, bon, ce n'est pas une organisation ni comme Al-Qaïda, ni comme un syndicat, il n'y a rien entre... ce qui pourrait être justement très intéressant pour le régime, parce que comme ça n'existe pas véritablement, ils peuvent utiliser énormément de ressources à rafler un peu n'importe qui par-ci, par-là. Mais, je ne sais pas, je suis très pessimiste sur tout ce qui se passe chez moi, mais pour l'instant, je ne vois pas l'extrême droite ou la droite chez les jeunes gens à l'université s'organiser de cette manière pour... Là, ce n'est pas le SA qui prend le pouvoir dans les universités allemandes ou comme ça. Mais ça pourrait prendre d'autres formes. Et bon, déjà, tout ce qui se passait depuis un an, ça me choque. En 3 ans, on peut faire encore beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu une radicalisation en miroir du pôle progressiste? Parce que là, il y a quand même un durcissement idéologique très important du côté républicain. Par exemple, pour prendre des exemples concrets, dans les milieux ultra, comment sont perçus les assassinats? Vous parliez tout à l'heure des fous qui écrivent des noms sur les balles. Comment sont perçus les assassinats de Luigi, perpétrés par Luigi Mangione? Il y a eu tout un phénomène autour de ça au tout début. Est-ce que ça s'est tassé? Est-ce qu'il y a un retour en grâce de la violence politique, vous diriez? En effet, il y a depuis bien de temps tellement de la violence quotidienne et de la violence politique aux USA que je ne sais pas même si objectivement ça augmente, mais il y a certes un changement de perception. Quand il y avait l'assassinat de ce PDG je ne sais pas comment ça se dit en français, Healthcare, par Mangione, moi j'ai vu ça plutôt comme un réflexe de désespoir. C'est que c'est pas il y a si longtemps qu'on avait un projet politique pour avoir de l'assurance santé universelle aux USA. Et pour Mangione, je crois, il y avait 27, 28 ans, comme ça. C'était le temps de son enfance, où c'était un peu le dernier projet un peu rationnel et effectuable que la gauche avait proposé. Et puis, ça menait à rien, quoi. Mais vraiment rien. Obamacare, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et... ouais, ce qui est dommage, c'est que pendant le premier mandat de Trump et Biden, la gauche a mis tout son capital sur des manifestations plutôt symboliques et, je pense, très aliénantes pour la grande majorité de la population, qui ont eu... C'est-à-dire repoussantes? Oui, et qui ont eu des effets concrets. Clivantes?
clivant et négatif. Donc, je peux dire à Chicago, pendant le mandat de Biden, le taux de criminalité violente a fortement augmenté. Il y avait une détérioration des conditions matérielles des gens normaux. Et c'était perçu, correctement ou non, comme la faute de la gauche. Donc, déjà, les démocrates, et encore plus la gauche là-dedans, ont perdu la confiance de la plupart de l'électorat. Et je pense qu'ils ont aussi perdu de l'énergie. Là, vous parlez de l'électorat, oui, mais je ne vois pas chez les élites démocrates ou chez les intellectuels de gauche. J'ai fait un grand effort juste après l'élection, dans une sorte de culpabilité, parce que j'étais sûr qu'RS allait gagner. Et je me suis dit, ah mais merde, je ne suis pas du tout bien informé. Donc j'ai souscrit à Harper's, The Nation, Dissent, Jacobin. Il faut soutenir et le centre libéral et la gauche. Et Harper's, il y a 2 mois, ils avaient un article où ils disaient « Est-ce qu'il faut bien impeach Trump ? On va essayer une 3e fois, on n'a pas une majorité au Congrès, ça n'a pas marché, première fois et 2e fois, mais cette fois-ci, peut-être bien on peut le faire. » Mais c'est dans un délire. Hein. Vraiment, ils sont perdus. Peut-être développer ce point. Peut-être au secret, il y a quelque chose qui s'organise, qui m'échappe totalement. En gros, ça vous semble complètement utopique et hors sol, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que à la fois les centristes, les libéraux qui historiquement ont dirigé le parti et ses institutions, pendant le premier mandat de Trump, ils ont essayé d'incarner le civisme, la civilité, les institutions traditionnelles, qui étaient peut-être bien une erreur, parce que dire que c'est bien le CIA, le FBI, ça n'a pas trop plu à l'électorat, je pense. Mais la gauche aussi a très mal à trouver une ligne effective contre. Et l'occasion, quand ils étaient un peu au pouvoir, ils avaient un peu d'influence sur Biden, mais ils ont gaspillé ça. Et peut-être pour une génération, ils ont aliéné surtout les jeunes. Parce que si tu étais au lycée ou à l'université pendant l'époque woke, tu étais exposé, mais massivement, à des idées très controversées, très aliénantes, très extrêmes. Et c'est un peu naturel que tu associes les démocrates, la gauche en général, avec ces idées. Et je ne vois pas comment le parti peut rapidement changer de psyche. Vous pensez que la bataille culturelle a été très mal menée par les démocrates? Oui, certes. Alors, dans un article très intéressant, auquel on peut accéder en ligne, de l'émancipation à la maîtrise de soi, plan d'action pour une politique post-boomer. Bon, le titre est un peu complexe, mais je pense que nos auditeurs, nos spectateurs français vont comprendre de quoi il retourne. Vous dites que la gauche et la droite radicale ont finalement un point commun. Elles manquent toutes les deux de programme. En fait, elles dépensent leur énergie dans la guerre culturelle, des affirmations identitaires, comme vous le disiez à l'instant, parfois très clivantes ou très choquantes pour ce que Orwell a pu appeler la common decency populaire, sans donner de prise véritable sur le réel. Et vous appelez justement la gauche à se munir enfin d'un vrai programme. Et vous dites qu'au moment même où le néolibéralisme est en crise comme jamais, si la gauche est si faible, c'est parce qu'elle n'a pas de programme concret à lui opposer qui serait en prise avec le réel. Vous appelez ainsi à sortir de la guerre des postures et de la guerre des réseaux et des réseaux et de la guerre sur Internet, etc. Est-ce que vous pouvez développer ce point qui me semble être vraiment en écho avec ce qu'on vit en France? Oui, alors j'ai écrit ça il y a peut-être 3 ans avec un Canadien, justement Michael Kwenko, qui travaille dans un think tank des affaires ouvrières à Alberta et qui est aussi collaborateur d'American Affairs.
Et là, je ne suis pas sûr que cette idée tient, mais à l'époque, on se disait que chez la droite et chez la gauche, il y avait ce qu'il avait appelé, lui, une cratophobie, donc, une peur de pouvoir. Donc, c'est une analyse qui s'enracinait dans les idées de Baudrillard des années 80-90. Quand vous dites ça, vous pensez à quelle gauche? Ah, mais justement... Parce que chez nous, je vous assure que les socialistes n'ont pas peur du pouvoir. Hein. Ils n'attendent que ça. C'est plutôt le pouvoir qui les fuit. Comment dire, le pouvoir de mener effectivement un plan comme m'avait dit Mitterrand il y a 45 ans, de pouvoir changer la vie. Parce que chez nous, on pouvait voir par exemple Alexandria Ocasio-Cortez dans sa robe où il est écrit « Tax the rich », et elle a tenté de dire « mais ma fille, tu peux bien si tu veux. » Mais elle préfère, comme on avait l'impression que Trump préférait, d'être dans le spectacle, d'être dans le semblant de pouvoir, de faire des gestes clivants et forts pour enrager ses ennemis et pour épanouir sa base, plutôt que de mener des changements économiques et sociaux. Là, je ne sais pas. Maintenant que Trump est réarrivé au pouvoir, est-ce qu'on est dans une autre logique où il a peut-être vraiment un plan pour restructurer l'économie, pour transformer l'immigration, en purgeant les universités, faire fléchir les tendances intellectuelles et culturelles, ou est-ce que c'est tout un chaos spectaculaire qui finalement va juste augmenter les contradictions sans mener à un but, quoi. Là, depuis le début du projet, de ce discours autour du projet 2025, qui a commencé l'année dernière, j'ai pas compris, ou j'ai pas su me satisfaire en donnant une interprétation un peu cohérente. Est-ce que là, on a quitté un chemin où c'est juste Trump qui fait son show business, ou est-ce qu'il, lui et les gens autour de lui, comme par exemple Peter Thiel ou d'autres éminences grises, ils veulent bien refaire le pays, quoi. Bon, je suis dubitatif là-dessus. Pour la gauche, je ne vois pas même un plan. Donc, pour moi, il n'y a pour le moment aucune question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu conséquent? C'est bien que, par exemple, à New York, on pourrait avoir un maire bientôt assez de gauche, qui a des liens avec le DSA, qui a un horizon intellectuel à gauche classique, mais le maire de New York a des pouvoirs fiscaux tellement limités que même s'il arrive à faire quelque chose de concret et fonctionnel, ce qui serait bien, comme je sais pas, les autobus gratuits ou les petites épiceries du quartier tenues par la municipalité, ce serait bien, c'est bon enfant, mais je ne sais pas si ça c'est vraiment un moyen de faire voir aux gens que la gauche peut être un acteur responsable. Pour vous, gagner New York, ça resterait de l'ordre de la politique spectacle et ce serait pas c'est pas un enjeu décisif. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bon, je pense que ça pourrait être comme aux années 80, sous Reagan, quand les républicains étaient massivement au pouvoir et dans beaucoup des États et au niveau fédéral. Il y avait, justement sur des questions d'immigration, des villes sanctuaires comme San Francisco qui disaient on ne va pas appliquer les lois anti-migrants dans les frontières de notre municipalité. Et le gouvernement fédéral a plutôt respecté cela. Et ça a été une occasion pour une gauche très au désarroi de pouvoir se réorganiser au moins symboliquement autour de ces thèmes. En même temps qu'il y avait toujours des petits États assez progressistes comme le Massachusetts, qui servaient comme des laboratoires des stratégies de gouvernance pour les démocrates. Là, ça va être difficile parce que Trump, ou je ne sais pas, les avocats, les experts qui sont dans son équipe, ils savent très bien utiliser tous les outils
légaux et peut-être pas légaux pour empêcher les instances gouvernementales tenues par les démocrates de faire des telles politiques autonomes. Donc si Mamdani arrive au pouvoir, et Trump envoie des soldats dans les rues où il va faire des rafles contre les migrants, où il coupe les subventions aux villes, c'est aussi que depuis 50, 60 ans, toutes les villes, tous les États sont massivement dépendants financièrement sur le gouvernement fédéral. Donc on parle de fédéralisme, mais tous les systèmes des balances, contre-balances, peut être rapidement sapé si le président veut couper l'argent qui subventionne ces municipalités, ces États. Alors vous disiez à l'instant, on ne voit pas comment la gauche, quel est le plan de la gauche pour sortir de sa marginalisation, pour sortir de sa défaite culturelle. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet, me semble-t-il. Comment faire justement pour tirer les leçons de l'échec de 2024 comment faire pour sortir de cette trumpisation de l'électorat populaire, de la classe ouvrière, d'ailleurs multiraciale, j'insiste sur ce point, parce que ce n'est pas seulement, contrairement à ce que beaucoup racontent en France notamment, les petits blancs qui votent Trump, c'est massivement les classes populaires dans toutes leurs dimensions ethniques qui l'ont quand même porté au pouvoir. Je parle sous votre contrôle. Hein. Oui. Voilà, donc en fait, Thomas Frank écrivait, c'était déjà en 2020, la chose suivante au sujet de la perte du peuple par la gauche états-unienne. Il écrivait « Admettre que certains électeurs de Trump peuvent être à la fois des gens désespérés et des gens décents est devenu quelque chose d'impossible à formuler au sein du petit monde de la classe d'opinion américaine. » Donc, évidemment, il désigne les journalistes, les intellectuels des centres-villes, etc. Le fait que ces gens soient totalement dépravés apparaît dès lors comme la seule explication possible. Le succès de Trump ne relève pas de la politique, il est l'œuvre du péché, et c'est le devoir des progressistes de blâmer ces impies pour leur immoralité. Alors, c'était en 2020, nous sommes entre-temps, Trump a été réélu donc en 2024. Est-ce qu'il y a quand même des segments de la gauche politique aujourd'hui qui tirent les leçons de ce qui s'est passé en profondeur pour une reconstruction politique? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça va être difficile dans le sens que, oui, pendant tout le mandat de Biden, on a fait comme si on a perdu le peuple à cause de leur racisme. Donc il faut bien les éduquer. Il faut tout un programme culturel, politique, éthique pour éduquer des gens. Et il y avait une campagne rétrospectivement à la fois marrant et triste contre la blanchitude, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais contre pas forcément le petit blanc lui-même, mais l'idée qu'on se fabrique de ce que c'est d'être blanc. Et ça s'organisait, mais tous les musées, toutes les chaînes de radio nationale, tous les journaux un peu décents, tu aurais une programmation mais, obsédée par des thèmes qui voyaient le problème politique comme un problème de pédagogie, une pédagogie éthique. Et il y a longtemps eu en France cette approche-là au sujet du vote Le Pen. Oui, voilà. C'est peut-être même vous autres qui ont inventé cela dans les années 80. Un petit peu changé quand même. Mais c'est que si on n'aime pas les immigrés, c'est parce qu'on est raciste. Si on vote pour un candidat populiste, c'est parce qu'on est raciste. Et donc il faut mettre l'emphase sur des gestes symboliques, culturels, antiracistes, parce que nous, on est bien. Et ça a créé beaucoup d'emplois quand même. Donc, il y a, chez la gauche culturelle, institutionnelle, mais il y a des centaines de milliers de gens qui gagnent leur vie toujours en prêchant le DEI, quoi.
Maintenant, beaucoup... En prêchant, pardon. Le DEI, le diversité, équité et... c'est quoi les I quand même? Déjà... Inclusion. Tellement le temps change vite. Mais les gens, là, commencent à se faire virer des grandes sociétés et des universités qui étaient spécialisées en expertise DEI. Mais dans les organisations de gauche, ça va être un peu le dernier refuge, justement, de ces gens. Comment dire, il y a 40 ans, pendant l'époque de Reagan, c'était plutôt les universités qui étaient l'endroit de refuge pour la gauche, qui a eu peut-être des effets assez mauvais sur la gauche même, parce que ça découpait des gens de monde de travail. Les universités devenaient des laboratoires pour le politiquement correct, pour les speech codes qu'on voulait appliquer d'abord aux universités et puis élargir. Mais là, les universités, on est en train même de les perdre. Mais il y a toujours les EGN, les groupes comme ça, des musées. Les ONG. Les ONG, les institutions culturelles politiques. Et le temps que c'est tenu par des gens qui, même avec toute la bonne volonté du monde, ils sont payés pour ne pas avoir une vision matérialiste des problèmes. Alors, quand même, on a envie d'entendre quelques bonnes nouvelles. Je parlais d'éventuels segments de la gauche qui quand même auraient pris conscience de ce problème-là et du fait que ce n'est pas en diabolisant les classes populaires qu'on allait s'en sortir. Voilà. Qui incarne ça aujourd'hui, autant du côté des penseurs que des politiques éventuels? Bon, c'est pas pour faire des louanges de Mme Denis que je ne connais pas très bien, mais déjà, si tu regardes comment il a pris des positions 2020 assez radicales contre la police, contre le patriarcat structurel, quoi. Il était dans tous les thèmes du wokisme de l'époque. Et là, il se distancie bien en disant que moi, je veux aider les New-Yorkais dépourvus à mieux vivre, quoi. Ce sont mes sujets. Et il dénonce pas sa participation ou son adhérence à ces courants d'il y a 5 ans, mais il diminue bien. Et même Harris, bon, moi je suis assez con à avoir pensé qu'elle pouvait gagner, mais il y a un an, elle a fait plutôt la même chose en disant, bon, c'est quand même du passé, elle a relativisé l'importance de ce moment. Je ne sais pas si ce serait nécessaire ou même bien pour la gauche de faire tout tôt, devant le public, une sorte d'autoflagellation. Parce que quand même, regarde Trump, j'avais pensé moi que le 6 janvier, ce serait forcément la fin de tout cela. Et moi, j'avais écrit pour des revues conservateurs dans les années après, 2021, 2022, le temps où eux, ils étaient dans un désarroi tellement total qu'ils étaient prêts à m'avoir, et moi et mes opinions à moi. Et eux non plus, ils ne pensaient pas que Trump pouvait jamais revenir. Ils étaient dans une recherche mais désespérée pour des nouveaux candidats comme DeSantis, pour des nouveaux projets. Et Trump n'est pas revenu en disant « Ouais, c'était pas trop bien ce que j'ai fait, je n'aurais pas essayé de faire un coup d'État. » Il a nié que ça s'est passé. Donc, c'est peut-être bête et horrible à dire, mais peut-être... la gauche devrait juste avoir ces séances d'autocritique tranquillement chez eux, les portes fermées. Vous pensez que le déni est une bonne chose dans ce genre de situation? Comment dire? Je ne suis pas sûre. Ça ne devrait pas être juste la droite qui puisse profiter du fait qu'on vit dans un monde post-empirique. Donc si on peut créer notre propre... C'est une idée malicieuse, mais j'ai des doutes sur son efficacité, si je puis me permettre. Ce qu'on aimerait sentir, c'est la profondeur, vous avez un petit peu fait allusion à ça tout à l'heure, mais du mouvement Trump, parce que bon, ça fait bientôt 10 ans depuis la première élection de Donald Trump, et de toute façon, on sait que ça restera comme un bouleversement de facto majeur du paysage intellectuel et politique américain. Néanmoins,
admettons, politique fiction totale, que le personnage soit éliminé demain, que la troisième tentative d'assassinat, cette fois-ci, aboutisse. Si le, si le personnage disparaît de la scène, est-ce que derrière, les rangs sont fournis? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce que, vous n'avez pas prononcé son nom encore aujourd'hui, mais est-ce que J.D. Vance oui. Et ce genre de personnages, de toute façon, sont là pour prendre le relais. Et est-ce que ce mouvement-là, le mouvement MAGA, est bien là pour longtemps? Ben justement, on parlait de ça. Quand vous livrez un tel tableau de la gauche, on se dit que vraiment le boulevard est grand ouvert. Comment dire? Il y a 10 ans, Trump n'avait pas autour de lui une équipe de spécialistes en droit, en économie internationale, en immigration, machin. Donc, il était vraiment incapable de mener en action son programme. Il était dépendant sur des républicains classiques. Là, il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont capables à agir effectivement et qui sont totalement loyaux. Ils ne sont pas forcément très compétents, on voit Kash Patel par exemple, mais ils sont loyaux. Il y aurait peut-être des... Quel est votre regard, petite parenthèse, sur J.D. Vance, vous qui êtes un lecteur de Christopher Lasch, de Thomas Frank, d'après tout ce que j'ai pu voir, est-ce que malgré tout, il a une consistance intellectuelle à cet égard? Il ne me fera pas... Moi je suis un petit Américain des provinces et... Pour moi, ce qui est intéressant chez J.D. Vance, c'est qu'il a le même itinéraire qu'un peu n'importe quel politicien woke de l'époque d'Elia, dans le sens que il est arrivé à un Ivy League université et il a publié un livre avec assez de réussite où il raconte son autobiographie sur un ton pleurnichard, et tout en demandant un peu de sympathie et compassion pour ces pauvres ignorants de l'Ohio là-bas, qui se droguent tout le temps et qui ne savent pas, eux, aller à Yale, mais en se distinguant et en se donnant une trajectoire glorieuse, quoi. C'est un peu un endroit, lui, en mode réac, quoi. Et très jeune, à Yale même, je pense, il était sélectionné par Peter Thiel comme acolyte, comme un membre de son équipe. Et Thiel a maintenant tout un réseau des hommes politiques, comme Blake Masters, ça n'a pas marché avec lui comme candidat en Arizona, mais il a non seulement beaucoup d'influence sur Trump directement, et sur le plan culturel, en finançant des podcasts comme ça, mais il a peut-être l'oreille du prochain président, parce que moi, je ne serais pas du tout surpris si Trump meurt en office, il n'a pas l'air aussi vital et sain qu'il avait il y a un an. En pleine forme, vous voulez dire? Oui. Vous avez des doutes? Donc, Vance pourrait se faire élire en 3 ans, et il pourrait devenir le président à n'importe quel moment dans les jours prochains. Mais je pense qu'il aurait très mal à tenir en main toutes les tendances contradictoires du mouvement MAGA, parce que le génie de Trump, et ça c'est vraiment quand même quelque chose, il a une sorte de mauvais génie, c'est qu'il a su faillir à toutes ses promesses. Il aurait dû décevoir tout le monde, mais ça n'arrive pas. Mais je me souviens, après son premier mandat, j'ai demandé à mes parents, qui étaient pas super pour, mais le mur quand même, il n'a pas fait le mur. Ah oui, mais quand même les démocrates au Congrès, il n'était pas capable, il était bloqué. Et bon, maintenant les démocrates sont plus là, mais il y aurait peut-être les juifs, ou il y aurait les antifas, il y aurait les ennemis internes. Mais c'est un jeu que lui, il peut très bien jouer, mais je ne sais pas si un autre, il peut faire ça, parce que quand même, Vance, il veut se représenter comme quelqu'un de compétent, sérieux, intellectuel,
quelqu'un qui peut faire le travail. Comme Trump ne fait pas ce jeu-là, je ne pense pas que les gens sont vraiment, quand ils votent pour lui, quand ils le soutiennent, ils ne sont pas dans une logique que je donne mon vote pour avoir quelque chose de concret. C'est pour participer à un mouvement, c'est pour être dans le fassin. Et on est un peu là, dans la foi. Et ouais, même si tu sais que tu te fais avoir, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Du plaisir. Ouais, justement, peut-être même. Hein, parce que le fait que Trump se moque, par exemple, des militaires, des anciens soldats, des chrétiens, il dit que ses électeurs sont ignorants. Je pense qu'il y a même un côté de plaisir, c'est comme des insult comics qui se moquent de leur assistance. Hein. Mais un autre va avoir mal à le faire. Et je ne pense pas non plus que Trump, tout à fait comme Biden, n'avait pas vraiment envie de créer un charisme autour de Harris pour qu'elle pouvait lui remplacer éventuellement. Je pense que Trump n'a pas la modestie requise pour trouver un successeur capable et puis lui doter. C'est un travers commun chez les mâles dominants qui nous gouvernent. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est plutôt une lueur d'espoir. Finalement, le Trumpisme pourrait ne pas survivre à Trump. Oui, bon, ça pourrait toujours remplacer par quelque chose de pire, parce que justement, si ça ne peut pas se tenir démocratiquement, mais on a déjà vu qu'ils sont prêts à saboter la démocratie. Donc, je ne veux pas tomber dans un pessimisme total, mais les gens comme Thiel ou Curtis Yarvin, qui est un penseur un peu à l'emploi de Thiel, qui est très influentiel, pas forcément autour de Trump, mais dans le réseau des riches réactionnaires à Silicon Valley, qui ont payé le retour de Trump. C'est grâce à eux et leur argent que Trump était capable de quitter son exil. Et ceux qui n'étaient pas convaincus se sont convertis. Oui. Type Zuckerberg. Oui. Et voilà, c'est que maintenant Trump a tous les moyens pour punir ceux qui n'étaient pas convaincus. Donc même Zuckerberg, je pense que dans son cas, il est peut-être un démocrate centriste, libéral comme ça, mais il a quand même donné beaucoup d'argent pour la fête de l'inauguration. Qu'est-ce que je dis? Mais des gens comme Thiel et Yarvin, ils sont explicitement antidémocrates. C'est qu'il y a 15 ou 20 ans, la tendance intellectuelle à Silicon Valley, c'était assez libertaire. Des gens comme Thiel, ils prenaient la valeur de sécessionnisme, donc si seulement le San Francisco pouvait succéder, pouvait quitter la Californie. Aussi, les riches pouvaient avoir des micro-îles à eux. Ou, faire sécession. Oui, de faire sécession. Et là, depuis 10 ans, ou peut-être un mois, ils ont une nouvelle vision beaucoup plus axée sur l'accès au pouvoir. Donc, ils veulent là être le gouvernement plutôt que d'y échapper. Ils ont surtout pour le crypto et l'intelligence artificielle, ils se sont rendus compte pour que ces entreprises marchent bien, il faut le pouvoir de l'État derrière elles. Et donc, c'est dans leur intérêt de changer d'un libertarisme à un autoritarisme. C'est un voyage assez court pour beaucoup de gens. Et là, je ne sais pas s'ils pourraient effectivement arriver à faire un coup d'État autoritaire ou comme ça, ou si la base populiste reste trop attachée à des traditions démocratiques. Mais quand même, le temps était, il y a 2-3 ans, j'écrivais toujours régulièrement pour Tablet, qui était une revue tendance zioniste, centre-droite, et j'écrivais pour eux parce qu'ils étaient une des seules revues qui publiait régulièrement des critiques du politiquement correct et de censure qui s'imposait dans les universités, les grandes sociétés, machin. Et ils prenaient à l'époque la liberté d'expression. Et donc je me disais, bon, je ne suis pas d'accord avec ça Israël, mais la liberté d'expression, bon, c'est une lutte commune.
sauf une fois Trump élu, la liberté d'expression, ça c'est disparu pour eux. Sauf pour une fois que Trump est élu, la liberté d'expression, ça c'est disparu comme valeur chez la droite anciennement libérale. Donc je ne sais pas si l'attachement à la démocratie, ça pourrait être pareil pour cette valeur-là, mais c'est envisageable. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé dans ce tableau sombre, pour le moins, c'est la montée en puissance de la religion aussi dans le débat public américain. Ça, c'est peut-être un des points qui nous sépare encore le plus, hein, aujourd'hui, la France et vous, enfin, en dépit, bien sûr, hein, des efforts de chaînes comme celle de CNews, hein, le milliardaire breton ultra-conservateur Vincent Bolloré qui tente à toute force de remettre des bonnes sœurs à l'antenne. Enfin, ça reste quand même un petit peu compliqué dans le contexte français. Aux États-Unis, en revanche, on voit qu'il en va tout autrement. Est-ce que c'est encore possible d'être athée aux États-Unis? Bon, je vais dire d'abord sur un plan empirique, moi je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment un retour de religion, une montée de religion, plutôt que, j'ai vu des sociologues parler d'une fin ou d'une pause du déclin. Parce que ça fait 30, 40 ans qu'il y a un déclin continuel de toutes les formes de religion. Si tu demandes à des gens, est-ce que tu crois à Dieu, est-ce que tu vas à l'église, machin, machin. Si tu demandes à des gens, ou si tu comptes qui sont des mésalliants, combien il y a, et ça va pour le christianisme, l'islam, toutes les religions aux USA. Et là, il paraît que la courbe s'arrête ou se ralentit, et il y a peut-être chez les jeunes, et surtout chez les jeunes gens, mais moins de 25 ans, une petite augmentation de la fréquentation de l'Église, ça peut-être, et surtout le fait de l'afficher comme religieux. Mais c'est très difficile déjà de savoir ce qui se passe, et c'est difficile de savoir ce que pourrait signifier le fait de se représenter, de s'interpréter comme religieux, parce que je ne sais pas si ça se traduit vraiment par une fréquentation plus massive des églises, des synagogues, comme ça. Mais plutôt au niveau de l'affichage. Une fois de plus, de la posture. Oui, et comment dire, on a vu par exemple depuis plusieurs années, il y a beaucoup des intellectuels de droite et de gauche qui se sont convertis au catholicisme romain, et qui s'affichent très publiquement comme cela. Et comment ça s'explique, ça? Parce que c'était une position minoritaire aux États-Unis. C'était une position surtout minoritaire. Chez les politiques. Mais depuis les années 70 et 80, chez la droite, il y a eu une sorte d'arrangement où les évangéliques, comment ça se dit, les évangélistes, ça fournissait à la base électorale, la masse, son cerveau, et les catholiques, ça ferait les avocats, les écrivains, parce que ça fait quelques générations que le protestantisme intellectuel américain, ça s'est vraiment disparu, ou c'est très, très minoritarisé, c'est très ghettoisé. Donc les catholiques, d'abord pour les questions de l'avortement et puis pour des autres questions culturelles et sociales, ont su développer des argumentations basées sur le droit naturel et leur métaphysique à eux, qui étaient suffisamment écuméniques pour se faire entendre par des protestants, pour se faire entendre par des juifs ou des musulmans conservateurs, et des revues ostensoirement écuméniques, mais effectivement catholiques, comme First Things aux USA, ont su fédérer autour d'eux les conservateurs de toutes les religions et les conservateurs athées, et mettre des positionnements catholiques sur les questions d'avortement, de mariage, la famille, tout cela, les mettre dans un langage acceptable à toute une gamme de la droite. En même temps, ça plus récemment, mais
des gens comme justement Peter Thiel, qui tout en étant homo, marié, ayant adopté des enfants, se présente comme catholique. Il finance d'autres revues et podcasts qui essaient de faire voir l'Église catholique comme quelque chose de contre-culturel, d'alternative, un peu en mariant des images de tradition et de subversion. On a vu ça un peu en France, même aux années 70, pas dans une autre époque, un peu réactionnaire, avec l'équipe autour de Tel Quel, où Kristeva, par exemple, a retrouvé la religion. Il y avait beaucoup de penseurs comme Derrida aussi, qui parlaient d'un retour aux religions, du messianisme. Je pense que c'est un... C'est vrai que vous êtes en train de me remettre en mémoire que Philippe Solers avait joué cette carte-là. Oui. À une époque. Il était papiste. Oui, voilà. Ça me revient. Il faut que je vienne au Québec pour que... et que ce sera la vraie subversion, oui, c'est aller à l'église, c'est prendre alors, le style. On était là pour le coup vraiment dans la posture. On est d'accord. Oui, mais je pense que c'est pareil pour la plupart de ces figures. Il y a toute une micro-scène culturelle downtown New York autour du podcast Red Scare qui est financé par Peter Thiel, où c'est beaucoup de gens qui sont anciennement dans la mode, ou des doctorants en histoire d'art qui maintenant vont à l'église et mettent ça sur Instagram. Mais je pense que ça pouvait avoir une allure subversive le temps que le wokisme était dominant dans les institutions culturelles new-yorkaises et Biden était président. Mais quand Trump est au pouvoir, quand les républicains, quand la musique country est redevenue la musique nationale, est-ce que c'est vraiment subversif de jouer au réac tout en vivant à New York? Je ne sais pas. Moi, cette discussion, ce panorama en touche à sa fin. Quel scénario vous entrevoyez pour la prochaine décennie? Est-ce que, voilà, on en revient là, est-ce que Trump finalement est un apax, un épiphénomène, ou est-ce qu'on va vers une forme d'apaisement après cette période particulièrement ébouriffante, ou est-ce qu'on va vers un durcissement idéologique? Comment dire, même en étant optimiste, si Trump meurt bientôt, si on je vous laisse la responsabilité de, ce double souhait. Si je finis en tôle, vous l'avez formulé 2 fois. Ce sera coupé au montage. Comment dire, même si on n'a pas Trump dans 1 an, dans 3 ans, comme ça, et sa coalition s'effrite, et même si la gauche ou les démocrates savent exploiter cette occasion et ils reviennent au pouvoir, ce qui pourrait bien se passer dans le sens que moi, je n'aurais jamais prévu, il y a 3 ans, que Trump revient. Pour moi, c'est choquant, c'est pas possible. Donc, il y a plein de choses impossibles qui vont continuer à arriver. Mais quelle leçon est-ce qu'il devrait avoir en tête? Certes, il devrait ne pas réactualiser les sujets culturels ou les combats anti-flics qu'ils ont menés il y a quelques années, mais est-ce qu'il faudrait avoir une sorte de dénazification intégrale de notre société? Ça pourrait être évidemment très dangereux, mais en même temps, Trump a déjà fait tellement de changements dans la culture et dans le gouvernement, et il va continuer à le faire pour les prochaines années, que peut-être juste pour revenir à quelque chose un peu fonctionnel, un peu normal, il va falloir une sorte de Marshall Plan interne. Et avec tout cela, je ne sais jamais comment on va pouvoir remédier les problèmes économiques très graves qui sont la source, qui sont la base de ces... c'est peut-être horrible à parler de Trump comme épiphénomène, mais quand même, il est juste une traduction sur le plan politique des problèmes économiques qui
continue à empirer pour la plupart des gens. Mais même pour les adresser, si les démocrates reviennent au pouvoir, ils vont peut-être avoir affaire avec un État rempli des agents de Trump. Ils vont devoir faire tout ce qu'il est en train de faire maintenant en revers, quoi. Merci beaucoup, Blake Smith, d'être venu de Chicago. Voilà, pour participer à cette semaine à Montréal de QG, notre média indépendant.